bataille pour Palmyre en Syrie se poursuit. L'armée syrienne affirme avoir repoussé l'État islamique, mais les combats auraient déjà fait plus de 300 morts en l'espace de quelques jours. Israël célèbre aujourd'hui le 48e anniversaire de la réunification de Jérusalem. La marche organisée cet après-midi a connu des débordements, affrontements entre Israéliens et Palestiniens à l'entrée de la vieille ville. 4 policiers blessés. L'Église protestante de France accepte de célébrer les mariages homosexuels, une décision prise aujourd'hui lors d'un vote des pasteurs. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. On évoquera dans un instant la situation à Palmyre et à Ramadi en Irak, mais on en sait un peu plus ce soir sur ce tout premier raid mené et connu des forces spéciales américaines en territoire syrien. C'était au cours de ce week-end. Un chef important de l'État islamique a été éliminé, ainsi que 32 autres djihadistes au moins. Une opération qui pourrait marquer un changement de stratégie des Américains contre l'EI. Maxime Pérez. C'est le secrétaire d'État américain à la Défense, Ashton Carter, qui a confirmé l'information, relayée d'abord par les médias arabes. Pour la première fois depuis qu'elles sont engagées dans une offensive contre l'organisation de l'État islamique, les forces américaines ont opéré au sol en Syrie. Leur cible, Deir ez-Zor, ville stratégique du sud du pays, assiégée par les djihadistes et où s'est retranchée une partie de l'état-major de Daesh. Une opération héliportée menée de nuit par les célèbres commandos Delta, du même type que celle réalisée sur les terrains afghans et irakiens par les forces spéciales américaines. L'attaque serait intervenue dans la nuit de vendredi à samedi, après plusieurs frappes intensives menées par des appareils de la coalition dans le secteur de Deir ez-Zor. Vers 4 heures du matin, les commandos ont investi le champ pétrolier d'Omar, une installation contrôlée par l'organisation Daesh. Au cours du raid, de violents combats ont éclaté, causant la mort d'une trentaine de combattants djihadistes. Parmi eux, plusieurs figures du mouvement, à l'instar d'Abou Sayyaf, considéré comme le ministre du pétrole au sein du califat autoproclamé de l'État islamique. Outre Abou Sayyaf, l'adjoint du ministre de la Défense du groupe, un responsable des communications et un 4e chef non identifié auraient été éliminés dans cette opération américaine, selon l'Organisation syrienne des droits de l'homme. Le raid marque un tournant dans l'implication américaine en Syrie, mais son président, Barack Obama, se montre prudent. Vous avez une guerre civile qui résulte de tensions anciennes. Ce n'est pas quelque chose qui a été provoqué par les États-Unis. Et ce n'est pas quelque chose qui aurait pu être stoppé par les États-Unis. En attendant, l'opération des forces spéciales américaines à Deir ez-Zor porte un coup dur à l'organisation Daesh. Cibler davantage les djihadistes en Syrie pourrait être d'ailleurs une nouvelle priorité pour le Pentagone. Et on signale ce soir également l'explosion de plusieurs obus venus de Syrie sur le plateau du Golan côté israélien. Cette fois, il n'y a pas eu de blessés, pas de tirs de représailles pour l'instant de l'armée israélienne. Toujours en Syrie, à Palmyre, la cité antique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO fait l'objet d'âpres combats entre l'État islamique, encore une fois, et l'armée syrienne. 300 morts au moins depuis 4 jours et le début de cette bataille. Chacun affirme avoir repoussé l'autre. Et cette ville, on le sait, est donc l'objet de toutes les convoitises et symbole également de résistance aux djihadistes. Joseph Emmanuel. Nous sommes en Syrie, dans la partie nord de l'ancienne ville de Palmyre. Un drapeau de l'État islamique est agité depuis un bâtiment gouvernemental. La présence des forces du régime de Bachar el-Assad n'aura donc pas dissuadé les djihadistes de ne pas approcher l'antique cité. Ils contrôleraient déjà des quartiers entiers, mais ces images appartiendraient déjà au passé, selon le gouverneur de Homs. Il affirme que l'armée de Bachar el-Assad a repris ces zones aux mains des islamistes. C'est donc la confusion qui règne autour de la cité antique. Pas de confusion en revanche dans la violence avec laquelle Daesh mène son offensive depuis mercredi. Une rare violence selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui rapporte de nombreuses exactions. Des dizaines de civils auraient été exécutés, dont plusieurs enfants. Face à ces massacres, la directrice de l'UNESCO a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des décisions fortes, mais les inquiétudes du monde se focalisent sur l'avenir de ruines considérées comme joyaux de l'Antiquité. La ville de Palmyre est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1980. Ruines monumentales, colonnades romaines,
temples et tours funéraires se trouvent menacés au même titre que les minorités qui tombent dans les mains des islamistes. Si ces djihadistes s'attaquent à ce site, c'est qu'il revêt une importance stratégique. Il ouvre sur le grand désert syrien, limitrophe de la province irakienne d'Al-Anbar, une province dont la capitale est contrôlée depuis vendredi par les djihadistes. L'État islamique inflige donc de sévères revers aux gouvernements irakiens comme syriens, des gouvernements un peu plus affaiblis chaque jour face à une déferlante islamique inconnue jusqu'alors. Près de Palmyre, l'armée syrienne a dépêché de nouveaux renforts et son aviation bombarde lourdement les positions de Daesh. Les combats auraient fait près de 200 morts, dont des dizaines de djihadistes. Et autre théâtre de confrontation avec l'Irak et la ville de Ramadi qui serait ce soir totalement aux mains des djihadistes. Le siège des forces de sécurité a notamment été pris dans l'après-midi. Le bilan est très lourd, 500 morts, mais on parle également de milliers de civils, plus de 8000 qui auraient été lancés sur les routes de l'exode par les combats et l'avancée des djihadistes. Tous ces civils se dirigeraient actuellement vers Bagdad et la capitale irakienne. On évoque à présent Jérusalem qui célébrait aujourd'hui l'anniversaire de sa réunification. C'était en 1967 à l'issue de la guerre des 6 jours. Cet épisode est aussi synonyme de tension avec les Palestiniens des quartiers Est qui contestent cette réunification. Une marche sous tension était organisée tout à l'heure, comme chaque année, par les Israéliens sur place et il y a eu quelques débordements. On retrouve notre envoyé spécial à Jérusalem, Maël Benoliel. Oui, Jean-Charles, tout à fait. Je me trouve effectivement à la traditionnelle parade de la journée de Jérusalem, ici dans la capitale israélienne. Et je suis plus précisément à la porte de Damas, côté arabe de la vieille ville, où une certaine tension est palpable. Alors que, comme vous pouvez le voir derrière moi, les Israéliens sont venus en nombre pour participer à ce défilé, appelé aussi la marche des drapeaux, et fêter l'anniversaire de la réunification de la ville 3 fois sainte après la conquête de Jérusalem-Est et de la vieille ville par Israël à l'issue de la guerre des 6 jours de 1967. Il faut savoir que 20 ans plus tôt, en 1947, le plan de partage de la Palestine par l'ONU prévoit 2 États indépendants, l'un juif et l'autre arabe, avec une 3e entité sous contrôle international, Jérusalem. Mais ce plan est rejeté par la nation arabe qui rentre alors en guerre contre l'État d'Israël au lendemain de sa proclamation par David Ben Gourion en mai 1948. La partie Est demeure alors sous contrôle de la Jordanie qui empêche les Juifs d'accéder à cette partie de la ville. Et ce n'est qu'à l'issue de très durs combats entre les forces jordaniennes et israéliennes en juin 1967 que Tsahal, par l'intermédiaire de son unité de parachutistes, parvient à reconquérir la vieille ville et arrive jusqu'au mur des Lamentations. Israël peut alors déclarer de façon officielle la libération de Jérusalem, une Jérusalem réunifiée et capitale éternelle et indivisible du peuple juif. Tout au long de cette journée fériée, Jean-Charles, les Israéliens participent à diverses commémorations officielles, civiles et religieuses qui prennent place ici, et notamment cette parade qui réunit cette année encore plusieurs dizaines de milliers de participants selon les autorités. Mais ces dernières années, certains dénoncent en Israël une récupération politique de cette célébration par la droite nationaliste. Il faut savoir que cette année, les défilants ont été autorisés par la Haute Cour de justice à traverser le quartier arabe de la vieille ville pour se rendre jusqu'au mur des Lamentations, point culminant de la parade. Les marchands arabes de la vieille ville ont d'ailleurs été priés de fermer leurs échoppes, ce qui est vécu comme une véritable provocation par les habitants des quartiers Est de la ville. Une contre-manifestation a été organisée par des militants de la gauche israélienne qui voient dans cette journée de Jérusalem, je cite, une célébration raciste. Un événement donc placé sous très haute surveillance. Des milliers de policiers ont d'ailleurs été déployés dans toute la ville pour éviter tout débordement de part et d'autre, mais cela n'a pas suffi, puisque des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et arabes israéliens des quartiers Est de Jérusalem. Voilà Maël Benoliel qu'on retrouvera tout à l'heure pour faire un nouveau point. Il semble que le calme soit revenu. On parle de 4 policiers blessés et plusieurs arrestations côté palestinien. Bonsoir Michael Barzvi. Bonsoir. Professeur de philosophie politique à l'université de Tel Aviv. Dror Even Sapir, bonsoir, analyste politique. Alors, un mot justement sur le côté symbolique que revêt cette journée dans un contexte qui reste évidemment tendu, formation du nouveau gouvernement et puis reprise possible ou pas des négociations? Pour l'instant, personne ne parle d'une reprise des négociations dans un avenir proche, des négociations entre Israéliens et Palestiniens. On est en période de blocage diplomatique depuis déjà de longs mois. Ce qui s'est passé aujourd'hui, cette marche des drapeaux, ce défilé des drapeaux qui est censé célébrer la réunification de Jérusalem,
symbolise en quelque sorte le paradoxe de la situation qu'occupe Jérusalem dans l'état d'esprit général des Israéliens. Parce que si vous faites des sondages, la majorité des Israéliens sont contre une division de la ville ou des compromis importants sur Jérusalem dans le cadre de négociations de paix avec les Palestiniens. Même ceux qui sont en faveur de concessions importantes dans les territoires de Cisjordanie sont beaucoup plus réservés concernant Jérusalem. Par contre, les gens qui se déplacent dans cette cérémonie, dans cette marche des drapeaux, ce n'est qu'un secteur de la population israélienne. Ce sont des jeunes sionistes religieux. Donc, le fer de lance, effectivement, de la droite israélienne aujourd'hui. Et des gens et des jeunes beaucoup, qui ont une motivation à la fois nationaliste et religieuse qui ne correspond pas forcément à celle de l'ensemble de la société israélienne. Et pour beaucoup d'Israéliens, Jérusalem, c'est presque à l'étranger. C'est leur capitale et ils y sont attachés. Mais ils y mettent assez rarement les pieds, il faut le dire. Et c'est une ville qui est considérée comme presque appartenant à une autre ère civilisationnelle. Lorsque les Israéliens de Tel Aviv, de Petah Tikva, de la zone côtière, se rendent assez peu à Jérusalem. Donc là, il y a un véritable paradoxe. Ouais. Alors justement, Michael Barzini, pourquoi est-ce que cette question de Jérusalem semble aujourd'hui se crisper de plus en plus? Quelle est votre analyse? Je crois que le conflit, déjà, si on prend un petit peu de hauteur historique, le conflit au Proche-Orient, dans toute la région, est en train de prendre une dimension religieuse et spirituelle incroyable. Et donc, on assiste à des scènes aujourd'hui extrêmes de cruauté incroyable à l'égard des Juifs, évidemment, ça on le sait depuis toujours, mais aussi à l'égard des chrétiens d'Orient. Et donc, ça prend une dimension spirituelle et la question de Jérusalem, elle est au cœur. On a toujours l'impression qu'à Jérusalem, une étincelle peut faire exploser et créer peut-être une guerre mondiale, c'est ce que disent beaucoup de gens. Et on a vu réapparaître des crucifixions en Irak et en Syrie avec tout ce côté symbolique. Donc cette symbolique, elle est très forte. Elle est très forte et elle est d'autant plus forte ces derniers mois avec Daesh, avec tout ce qui se passe autour. Il y a la deuxième dimension, qui est la dimension politique, qui est une négociation qui a eu lieu sur Jérusalem à plusieurs moments, mais qui depuis 2008, en tout cas, n'a absolument pas bougé. Et on ne voit pas exactement une solution possible. Alors, les solutions, elles existent. Elles peuvent être techniques, elles peuvent être fonctionnelles. À certains moments, Ehud Barak et puis après même Olmert ont fait des propositions, des concessions, à savoir qu'on pourrait accepter que sur la vieille ville, il y ait une force internationale, l'ONU ou peut-être les grandes puissances qui soient un peu responsables de ce qui se passe. Je rappelle quand même que dans les accords de Rhodes de 49, il y avait la possibilité pour les Juifs de se rendre au mur des Lamentations. Or, en fait, les Jordaniens n'ont jamais permis cette visite de Juifs. Donc, aujourd'hui, pour l'État d'Israël, il est hors de question qu'il n'y ait plus un accès libre à l'ensemble de la ville de Jérusalem. Je crois aussi qu'il y a la dimension, je dirais, sociale, économique et humaine. Là, quand on fait des sondages, et je crois que la mairie de Jérusalem actuelle est plutôt bien disposée à l'égard de la minorité arabe, fait des sondages, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'Arabes qui souhaitent rester sous contrôle israélien, sous souveraineté israélienne, et qui même s'il y avait un partage symbolique avec certains quartiers. Alors il est évident qu'on ne parle pas des quartiers palestiniens durs, c'est-à-dire Shoafat, Jaber, Moukaber, qui sont des zones extrêmement hostiles à Israël, mais disons l'arabe de base, si je peux dire, il est plutôt mieux disposé à l'égard des services qu'il reçoit de la mairie de Jérusalem. Et je crois qu'il y a un investissement actuel de la mairie de Jérusalem pour améliorer la condition sociale, l'éducation, la santé. Et donc, ils n'ont pas du tout envie, une grande partie de ces Arabes, de se retrouver sous contrôle de l'autorité palestinienne. Il y a une autre dimension qu'on connaît moins, c'est le mouvement palestinien a toujours été dirigé au départ par les grandes familles, et notamment les deux grandes tribus de Jérusalem, les Nachashibim et les Husseini. Or, aujourd'hui, ils ne font plus partie de la direction des Palestiniens. Aujourd'hui, je dirais la bande de Mahmoud Abbas et les éventuels successeurs de Mahmoud Abbas ne sont plus dans ces deux grands clans des Husseini et des Nachashibim, qui sont de Jérusalem. Et donc, les hiérosolymitains arabes se sentent finalement aussi écartés du mouvement palestinien ou de la direction politique du mouvement palestinien. Bon, cela dit, il ne faut pas non plus rêver. Ils sont hostiles à Israël, ils sont hostiles notamment à ces manifestations de sionistes religieux qui viennent avec ce fameux, ces drapeaux qui viennent peut-être un peu les provoquer, selon eux, en allant à la porte de Damas, comme aujourd'hui, et en chantant des chansons et en dansant dans les rues. Bon, ça arrive une journée par an.
c'est pas très grave. Ouais. Ça veut dire que le partage de Jérusalem, qui est un peu aussi peut-être l'une des clés du dossier israélo-palestinien, aujourd'hui, est-ce qu'il est envisageable pour le gouvernement qui vient d'être constitué? Est-ce qu'on peut imaginer Netanyahou? Pour ce gouvernement-là, il est absolument pas envisageable. Et de toute façon, tout le monde est d'accord, quelle que soit l'opinion qu'on a sur la manière de régler le conflit israélo-palestinien ou sur la question de savoir si ce conflit peut être réglé ou non, d'ailleurs. Hein, certains considèrent qu'il ne peut qu'être géré en quelque sorte. Eh bien, tous se mettent d'accord sur le fait que la question de Jérusalem sera l'une des dernières, peut-être la dernière à être réglée, et qu'il y a d'autres questions avant ça qu'il faudra régler, la question des implantations, la question du tracé des frontières, la question peut-être aussi des réfugiés. Donc, concernant le statut de Jérusalem, cette idée d'un partage, bien évidemment, le gouvernement actuel, étant donné sa composition, étant donné son centre de gravité qui est assez nettement, très nettement même à droite, eh bien non, on ne peut pas envisager que le gouvernement envisage des concessions sur Jérusalem. Et j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Michael Bartwi, qui est intéressant. Effectivement, on se rend compte que je ne sais pas si c'est une majorité, mais un nombre de plus en plus important d'Arabes de Jérusalem-Est envisage avec une certaine crainte un éventuel passage sous souveraineté palestinienne. Ils n'en veulent pas vraiment. Et en même temps, ils refusent alors que la possibilité leur est accordée. En général, ils sont très très peu nombreux, une petite minorité, à avoir demandé la nationalité israélienne, alors qu'ils peuvent le faire. Ils ont un statut de résident permanent qui leur permet d'ailleurs de voter aux élections municipales, ce qu'ils ne font pas d'ailleurs. Donc il y a encore des lourdeurs un petit peu nationalistes qui empêche une meilleure intégration. Et c'est vrai que la municipalité actuelle, sous l'égide du maire Nir Barkat, fait beaucoup en direction des Arabes de Jérusalem-Est, mais la situation est tout de même très préoccupante au niveau social, au niveau éducatif, au niveau des infrastructures. Il y a une différence très nette qui saute aux yeux et qui est potentiellement explosive entre la situation des Arabes de Jérusalem-Est et celle qui prévaut à Jérusalem-Ouest, qui est bien évidemment préférable. Je crois que dans les négociations, lorsqu'il y avait eu des négociations et d'éventuels compromis, ce qu'avait à l'époque proposé Ehud Barak et après Ehud Olmert, c'était au fond de mettre les deux questions clés, si vous voulez, c'est Jérusalem d'un côté pour les Juifs et aussi pour les Arabes, mais aussi la question du retour des réfugiés palestiniens. Et donc, ce qu'avaient proposé Barak et Olmert, c'était de dire nous acceptons non pas un partage, mais disons une répartition de souveraineté sur Jérusalem, mais vous renoncez au droit au retour des réfugiés. Et en espérant justement faire ce deal, si je peux dire, c'était une façon peut-être de régler de ce problème de Jérusalem. Je reviens sur la question justement des services sociaux. Effectivement, il y a des quartiers qui sont mis à l'abandon et qui n'ont pas pu se développer. Ce n'est pas le cas de tous les quartiers de Jérusalem. Et c'est faux de dire, comme on le voit souvent en France, de dire Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest. En fait, les quartiers, ils sont au nord, ils sont au sud. Il y a une imbrication de quartiers. Donc il n'y a pas une vraie frontière aujourd'hui? Non, pas du tout. Il n'y a pas une vraie frontière. Si vous prenez, par exemple, le quartier de Gilo, qui se trouve au sud de Jérusalem, il y a en face Bet Jala, qui est un quartier arabe, chrétien, principalement chrétien, où d'ailleurs habitent des chrétiens qui viennent du Chili. Donc on ne connaît pas toute la démographie de Jérusalem. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Vous avez Jabal Moukaber qui se trouve à côté du quartier d'Armand Anatsiv et de Talpiot. Donc tous ces quartiers-là sont imbriqués. On peut pas dire, c'est pas Berlin-Ouest, Berlin-Est. Ce n'est pas comme ça, Jérusalem. Ouais. Ce sont des quartiers qui sont imbriqués et toute la ceinture de Jérusalem qui a été créée depuis 1967, aujourd'hui, c'est presque 800 000 personnes, cette agglomération. On ne peut pas parler uniquement... Alors, il y a le symbole de la vieille ville qui est important, et il est évident que depuis, d'ailleurs, toujours, ce qu'on appelle le mont du Temple est géré par les Arabes, par le Haut Comité musulman qui existe depuis les années 20, qui s'appelle le Waqf, et c'est eux qui continuent à gérer ce qu'on appelle le mont du Temple, ou ce que d'autres appellent l'esplanade des mosquées. Concernant l'imbrication des quartiers, alors c'est vrai, effectivement, il y a toute une ceinture de quartiers israéliens autour de Jérusalem-Est, mais en même temps, il y a tout de même une séparation qu'on pourrait qualifier de culturelle. Je veux dire, lorsqu'on passe de Jérusalem-Ouest à la rue Salah el-Din, la principale rue de Jérusalem-Est, c'est tout près. Hein. C'est vraiment à quelques mètres de distance. On est dans un autre monde. On parle une autre langue, on s'habille différemment, on pratique bien évidemment une autre religion. Donc là, il y a une distinction, pas de séparation politique, pour l'instant en tout cas, je ne sais pas s'il y aura un jour une séparation politique, mais il y a véritablement deux Jérusalem. Elles sont imbriquées, mais il y en a deux. Je veux dire. Et lorsqu'on parle d'une Jérusalem réunifiée, c'est vrai politiquement, culturellement et sociologiquement, religieusement,
Jérusalem n'est pas unifiée. Il y a 2 Jérusalem parce qu'il y a deux peuples à Jérusalem. Non, il y a aussi un changement de la population juive de Jérusalem, qui d'un côté est devenue beaucoup plus religieuse qu'elle ne l'était en 1967. Donc là, il y a une radicalisation religieuse de certains quartiers de Jérusalem. Et donc, il y a aussi une paupérisation de Jérusalem, parce que Jérusalem est devenue une ville relativement pauvre, qu'est-ce qu'elle n'était pas il y a 30 ans. Et donc, par rapport, c'est une des villes les plus pauvres d'Israël, où il y a le plus de chômage. Alors évidemment, c'est lié aussi à la population qui s'y trouve. Donc, il y a vraiment des différences qui sont très sur le plan humain, sur le plan, comme vous disiez, sociologique, qui sont extrêmement importantes. Cela dit, on traverse d'une rue à l'autre et des Israéliens de Jérusalem vont manger dans des restaurants qui se trouvent juste dans la rue en face, là où il y a ce qu'on appelle le Kvish Echad, la route numéro 1. On traverse la rue et on se retrouve dans et à propos de cette route numéro 1, c'est cette fameuse route sur laquelle ont lieu la plupart en fait, des attentats à la voiture bélier commis au cours de ces derniers mois. C'est dire quand même, la manifestation aujourd'hui était en haut de la route. C'est dire quand même l'état de tension qui règne actuellement dans la ville. Merci Dror Even-Sapir, merci Michael Barzvi, professeur donc de philosophie politique à l'université de Tel Aviv. Justement, on parlait de ce droit au retour que revendiquent les Palestiniens. Alors ce n'est pas toujours dans des villes ou villages de Cisjordanie. Cela peut se passer parfois, comme ça a été le cas ce week-end, à Yafo, dans ce quartier que les Arabes revendiquent de Tel Aviv, avec le concours justement d'organisations israéliennes de gauche. Reportage Uri Shapira. Ce samedi, l'organisation Zohot commémorait l'exil arabe de Jaffa de 1948. Le mouvement d'extrême gauche organisait pour l'occasion une flottille afin de soulever le problème des réfugiés palestiniens et de leurs descendants qui ont abandonné leur maison à la création de l'État d'Israël. Tant que le droit au retour des réfugiés palestiniens n'est pas sur la table des négociations et ne fait pas partie d'une future résolution, on ne pourra pas résoudre le conflit israélo-palestinien. Ils étaient des dizaines à bord pour la traversée, dont la députée arabe israélienne Hanin Zohabi. En 2010, Zohabi avait déjà pris part à la fameuse flottille en partance de Turquie. Partie briser le blocus israélien sur la bande de Gaza, la flottille avait été arraisonnée par les commandos de Tsahal. Une opération qui avait fait 9 morts parmi les activistes qui s'en étaient pris aux soldats israéliens et de nombreux blessés dans les 2 camps. Pas de quoi décourager la députée de la liste arabe commune. Il ne s'agit pas simplement de nostalgie ou de l'envie d'avoir une patrie et un sentiment de patriotisme. Il s'agit d'un projet national pour le retour des réfugiés palestiniens et l'égalité des droits civiques. Nous n'accepterons aucun privilège pour les juifs qui ont immigré ici. Au programme de la traversée, le témoignage d'un réfugié palestinien qui a fui Jaffa en 1948 pour retourner dans sa ville quelques années plus tard. Et sur la terre ferme, visite guidée dans les rues de Jaffa, le groupe reçoit des explications sur un des phénomènes de ce qu'il appelle la Nakba, la catastrophe. Des maisons qui appartenaient à des Arabes et qui sont encore habitées par des Juifs israéliens. Mais non loin de là, dans le même quartier, c'est une autre facette que l'on découvre, un centre où se côtoient Juifs et Arabes. Les gens ont quitté leur maison en 1948. Ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, on n'y peut rien. C'est vrai qu'il y a une certaine discrimination contre les Arabes, mais dans cette situation, il y a aussi une coexistence. L'organisation Zohot poursuit ses activités de commémoration de la Nakba, une plaie ouverte et un sujet controversé dans les relations israélo-palestiniennes. L'histoire aura-t-elle suffisamment de poids pour décider de l'avenir de la région? Pour ceux qui ont quitté Jaffa en 1948, il est peut-être trop tard pour faire machine arrière. Le pape François a canonisé aujourd'hui à Rome 2 sœurs palestiniennes de l'époque du 19e siècle pour leur action en faveur de la chrétienté dans une région dominée par l'islam. Mais c'est là aussi la première fois que des palestiniennes sont canonisées, ce qui peut peut-être revêtir un message politique. Myri Maman. Une foule compacte, un ciel bleu et des drapeaux palestiniens sur la place Saint-Pierre à Rome. Mariam Bawardi et Marie-Alphonsine Denil Gattas, 2 sœurs du 19e siècle, sont devenues ce dimanche les 2 premières saintes palestiniennes de l'époque contemporaine. Mariam Bawardi, née dans un petit village de Galilée, est baptisée selon le rite de l'église grecque melkite avant de se retrouver orpheline à 3 ans. Elle fera un mariage forcé et résistera à la conversion à l'islam. Et après de nombreux voyages en Europe notamment, elle fonde le premier couvent carmélite de Palestine à Bethléem. Le pape François a rappelé que Mariam Bawardi avait été l'instrument de rencontre et de communion avec le monde musulman.
La docilité qu'elle avait envers l'Esprit Saint lui a permis de rencontrer et de rentrer en communion avec le monde musulman. Marie-Alphonsine Gattas est, elle, native de Jérusalem. Née dans une famille chrétienne de rite latin, elle entre en religion à 14 ans. D'abord chargée d'enseigner le catéchisme à l'école des Sœurs à Bethléem, elle fonde en 1880 la congrégation des Sœurs du Rosaire de Jérusalem, alors que l'Orient est sous occupation ottomane. Quand elle est devenue nonne, c'était une époque très difficile pour les filles et les femmes arabes. Elles étaient illettrées, n'avaient pas accès à l'éducation, leur vie était très contrôlée. La vie n'était pas facile pour les filles arabes. Une délégation palestinienne de 2000 personnes s'est déplacée à Rome dimanche pour la canonisation des 2 sœurs palestiniennes. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas qui a été reçu samedi par le pape François. Les 2 hommes ont souligné l'importance du dialogue interreligieux. Alors avec nous, l'historien spécialiste des religions Jean-François Colosimo. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Quel message politique à ce geste du pape François, justement ? Alors si on résume très vite, il y a quand même 4 fondatrices. Il y a une française, une italienne, ce sont des femmes du Xe siècle, illettrées. Donc le message porte sur les femmes d'abord. Ensuite, effectivement, quand on regarde la vie de Mariam Bawardi, eh bien, elle a été quand même égorgée à un moment par un musulman parce qu'elle refusait de se convertir. Était-elle palestinienne? Vraisemblablement plutôt libanaise, née en Galilée, qui est aujourd'hui Israël, et sous l'Empire ottoman. Donc la situation, évidemment, est complexe. Mais si on veut retenir un message politique à l'égard du monde palestinien, c'est évidemment un appui à ce que Mahmoud Abbas, l'autorité, garde encore, je dirais, par rapport au Hamas et à la situation de Gaza, ce que Mahmoud Abbas garde encore, je dirais, de lien au monde palestinien chrétien. De ce point de vue-là, le pape essaie évidemment de consolider ses positions. Il faut savoir en plus que, évidemment, il y a toute l'affaire de la reconnaissance de l'État de Palestine, qui suit évidemment le vote de l'ONU, mais que cette reconnaissance, surtout, elle s'inscrit après 15 ans de négociations avec l'autorité palestinienne sur les droits de l'Église catholique dans les territoires. Donc on pourrait dire certainement que la mention palestinienne est assez appuyée, eu égard aussi et surtout par rapport à cette tractation, par rapport à ce traité qui est censé garantir les droits de l'Église catholique. Alors Jean-François Colosimo, on va marquer une pause. Vous allez rester avec nous parce qu'on évoquera dans un instant un autre problème qui touche les religions, mais cette fois en France, c'est la religion protestante qui reconnaît depuis aujourd'hui la possibilité de bénir des mariages homosexuels. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas. On va se retrouver juste après une pause pour évoquer cet autre grand titre du jour. À tout de suite. La bataille pour Palmyre en Syrie, l'armée syrienne affirme avoir repoussé l'État islamique, mais les combats auraient déjà fait plus de 300 morts depuis la semaine dernière. Israël célèbre le 48e anniversaire de la réunification de Jérusalem. La marche organisée tout à l'heure, notamment dans la vieille ville, a connu de nouveaux débordements. 4 policiers blessés. On retrouvera Maël Benoliel dans un instant. Et puis l'église protestante en France qui accepte de célébrer des mariages homosexuels, décision prise aujourd'hui. On y revient. C'est donc la principale composante de l'église protestante de France qui a voté aujourd'hui en faveur de la bénédiction des mariages homosexuels. Une première parmi les religions monothéistes après le débat très houleux sur le mariage pour tous qui a secoué la France. Edmé Citroën. Religion et mariage homosexuel feraient-ils désormais bon ménage? C'est manifestement le cas pour les protestants, qui ont décidé ce matin de bénir aussi les couples de même sexe. À l'issue d'un vote très largement positif, le courant principal de cette religion, l'Église protestante unie de France, a adopté la mesure favorisant l'union des personnes de même sexe. Les couples homosexuels pourront donc recevoir la même bénédiction que celle accordée jusqu'à présent aux hétérosexuels. Les 500 pasteurs exerçant sous l'égide du courant historique du protestantisme auront le choix et pourront bénir, s'ils le souhaitent, les couples de même sexe. Cette décision survient 2 ans après l'adoption de la loi Taubira sur le mariage pour tous.
L'examen du texte à l'Assemblée nationale avait suscité un large mouvement de contestation en France en 2013. À l'époque, les autorités religieuses, dont les protestants, avaient pris position contre le mariage gay. Si la minorité chrétienne accepte désormais l'union entre homosexuels, le pape François, lui, est contre le mariage entre personnes de même sexe. Alors, on est toujours avec Jean-François Colosimo, historien spécialiste des religions. Comment vous interprétez justement cette évolution majeure, notable justement de l'Église protestante de France ? Bien, d'abord, cette Église protestante, elle suit toutes les grandes églises protestantes du nord de l'Europe, n'est-ce pas ? La Suède, la Norvège, l'Allemagne, et puis la Grande-Bretagne. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être une raison de plus de bloquer ce qu'on appelle l'œcuménisme, c'est-à-dire la recherche de l'unité des églises orthodoxes, catholiques, protestantes, puisque d'ores et déjà, le fait que beaucoup d'églises protestantes, encore une fois, de l'hémisphère nord, avaient commencé à ordonner des femmes prêtres, puis évêques, avait déjà causé un sérieux hiatus, puisque du point de vue orthodoxe et catholique, il y a une anthropologie biblique chrétienne qui empêche effectivement d'aller, je dirais, vers les tendances qui affectent les mœurs. De ce point de vue-là, donc, c'est un problème entre chrétiens qui est grave. Et d'un autre côté, évidemment, c'est aussi un problème au sein du protestantisme, parce que les protestantismes de l'hémisphère nord, des pays riches, suivent l'évolution des mœurs, et c'est assez dans l'esprit de la réforme, que d'être avec les gens et de les accompagner. Mais d'un autre côté, les églises protestantes de l'hémisphère sud, particulièrement en Afrique, se montrent ultra-conservatrices et en fait refusent tout à fait ce genre d'adaptation et même condamnent ce genre d'adaptation. Donc on se retrouve sur deux fractures, une fracture entre catholiques orthodoxes d'un côté et protestants de l'autre, mais aussi une fracture au sein du protestantisme, fracture qui a souvent profité d'ailleurs aux églises catholiques orthodoxes aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, lorsque des prêtres ou des évêques, refusant ce type d'évolution, en fait, ont préféré quitter le protestantisme pour venir vers ces autres églises, vous voyez. Donc, en fait, on se rend bien compte qu'il y a peut-être un choc des civilisations, mais au sein des civilisations même, il y a aussi beaucoup d'implosions de culture, beaucoup de fractures, et la question qui est derrière tout cela, c'est effectivement une question de considération de la vérité religieuse. Faut-il adopter la sécularisation, la manière dont les mœurs changent, ou faut-il au contraire se garder de cela? C'est un vaste débat et il ne fait que commencer. En France même, les groupes évangéliques les plus conservateurs, certainement, et qui sont eux aussi protestants, mais plus sous l'influence du fondamentalisme, n'accepteront pas eux aussi vraisemblablement cette innovation. Merci, merci en tout cas pour cette analyse Jean-François Colosimo, donc historien spécialiste des religions en direct de Paris. Dans un instant, on parlera laïcité également avec un entretien avec la journaliste et essayiste Caroline Fourest. L'Égypte, tout d'abord, qui continue de mener une guerre sans merci contre les islamistes radicaux. Au lendemain de la condamnation à mort de l'ex-président Morsi, plusieurs djihadistes arrêtés dans le Sinaï ont été pendus aujourd'hui pour terrorisme. Edmé Citroën. Au lendemain de l'annonce de la condamnation à mort de son ex-président, l'Égypte poursuit sa traque acharnée contre les islamistes. 6 djihadistes ont été pendus ce matin. Les membres de l'organisation liée à l'État islamique avaient participé à un attentat l'année dernière, causant la mort de 4 militaires égyptiens. L'exécution des terroristes, dont le procès a été jugé injuste par Amnesty International, intervient au lendemain de l'assassinat de 3 magistrats dans le Nord Sinaï. La péninsule est le théâtre des attaques les plus meurtrières menées par des djihadistes en Égypte, des attentats devenus réguliers depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Face à ces attaques, le pays mène une guerre totale contre les islamistes pro-Morsi. L'Égypte a imposé des restrictions pour les Égyptiennes voulant se rendre en Turquie, quelques mois après l'avoir fait pour ses citoyens masculins. L'objectif, empêcher le recrutement des groupes djihadistes qui nécessitent souvent un passage par la Turquie. Cette puissante lutte engagée contre les frères musulmans ne fait pas l'unanimité du côté américain. Hier, l'annonce de la condamnation à mort de l'ancien chef de l'État Mohamed Morsi a suscité la préoccupation des États-Unis. La peine capitale est perçue comme excessive par le pays, qui défend le respect de la loi et les droits de l'homme.
Alors, depuis les attentats de janvier dernier en France, eh bien, on va dire que les débats se succèdent, les polémiques eh bien, s'enchaînent aussi les unes aux autres, à savoir quelle place justement pour l'islam dans la République, la laïcité qui fait également un retour en force, et puis l'esprit du 11 janvier qui se trouve évidemment lui aussi sur la sellette depuis quelque temps. Avec nous justement depuis notre studio à Paris, la journaliste Caroline Fourest. Bonsoir à vous. Vous avez publié cet essai « L'éloge du blasphème » chez Grasset, qui participe, qui contribue évidemment à ce débat. Quand vous regardez aujourd'hui, et pour prendre un dernier exemple en date de tous les prolongements finalement de ce qui se passe depuis janvier, que l'UMP accuse finalement aujourd'hui le gouvernement de défendre les communautarismes à propos des critiques qui ont été mises par Nicolas Sarkozy sur deux ministres, Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira. C'est Lydia Guirousse qui prononce ces mots aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la droite aujourd'hui qui défend la laïcité ? Non, absolument pas. Absolument pas. Et surtout pas Nicolas Sarkozy, qui est sans doute le président qui a le plus attaqué, fragilisé la laïcité, qui a le plus favorisé le communautarisme des frères musulmans, notamment de l'UOIF, qu'il a institué au sein du Conseil des frères, du Conseil représentatif de l'islam de France. Donc absolument pas. Mais honnêtement, aujourd'hui, je vais vous dire que c'est vraiment pas les propos de Nicolas Sarkozy qui sont tellement au cœur du débat en France. Hein. Le débat sur la laïcité, sur l'islam, sur le terrorisme, sur l'antisémitisme, c'est un débat que nous avons depuis 15 ans, avec une partie de la gauche très lucide, très mobilisée pour dénoncer justement cet islamisme et cet antisémitisme. La preuve, c'est que c'est la gauche qui a été frappée et c'est Charlie Hebdo qui a été frappé par un attentat. Ouais, mais ce n'est pas un débat qui ne concerne que la gauche, vous êtes d'accord aujourd'hui? Parce que finalement, on voit bien qu'il y a le gouvernement qui est embarrassé. Par exemple, on a vu cette affaire aussi de la jupe dans un collège, dans un lycée de Champagne-Ardenne. Ça concerne toute la société aujourd'hui. Oui, mais là, ça ne concerne pas spécialement le gouvernement. C'est qu'il y a eu une loi en 2004 sur les signes religieux ostensibles dans les établissements publics et que depuis, effectivement, dans certains établissements, il y a encore des réglages à faire. Cette histoire de la jupe, elle est un peu exagérée, si vous voulez, parce qu'effectivement, si c'est juste une élève qui porte le bas d'une tunique religieuse un peu longue, alors qu'elle enlève son voile quand elle rentre dans l'établissement, en réalité, ça ne mérite pas autant de drame et de surenchère politique. Si par contre c'est un mouvement avec plusieurs élèves qui essaient de tester la loi de mars 2004, c'est autre chose. Mais on peut avoir ces débats très tranquillement et on n'a surtout pas du tout envie ni besoin de surenchère politicienne dans ce dossier, alors qu'en réalité au niveau législatif, la France est un des pays les plus laïques qui soit, qui a réussi à trouver un équilibre justement entre sanctuariser des lieux comme l'école publique et en même temps permettre la liberté individuelle, y compris de manifester sa religion dans plusieurs autres endroits. Alors Caroline Fourest, pour revenir maintenant évidemment au débat autour de votre livre et puis celui d'autres sociologues, notamment celui d'Emmanuel Todd, l'esprit du 11 janvier, est-ce qu'à votre avis il a été détourné ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule interprétation, une seule lecture possible de ce qui s'est passé ce jour-là ? Non, bien sûr, il y a toujours plusieurs lectures possibles. Celle d'Emmanuel Todd est quand même très particulière parce que, si vous voulez, une marche qui réunit 4 millions de gens, ce qui est énorme, énorme. On n'avait pas vu ça depuis la libération de Paris en France. Une marche pacifiste, tendre, avec des messages de fraternité derrière les victimes des attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Vraiment dans un élan de partage, transformer ce moment-là en un moment où les gens n'auraient pas compris pourquoi ils manifestent, aller chercher des vieilles cartes qui remontent à l'affaire Dreyfus pour essayer d'interpréter l'intention cachée de ces manifestants, c'est extrêmement douteux et personne en fait n'est dupe d'une forme de détournement du débat par un intellectuel qui a une posture personnelle. Il en a bien le droit. Mais ce qui est certain, c'est que l'esprit du 11 janvier, c'était quand même un message de fraternité, que ça, on ne peut pas y revenir. Ensuite, il y a plusieurs façons de le prolonger. On peut le prolonger à maxima, à minima. Mais je peux vous dire qu'il vit encore, qu'il y a encore une immense émotion dans ce pays suite à ces attentats et une immense vigilance par rapport à ceux qui voudraient justement trouver des circonstances atténuantes aux tueurs. Et pour vous, ça n'a pas symbolisé, ou en tout cas donné le point de départ peut-être d'un rejet de l'islam, comme semble le dire par exemple Emmanuel Todd?
Non, mais là, écoutez, on est dans la malhonnêteté intellectuelle, on est dans la posture délirante. On parle de gens qui sont descendus dans la rue pour soutenir des victimes d'attentats. Qui est du côté de la haine? Ceux qui trouvent des circonstances atteignantes aux terroristes ou ceux qui vont se solidariser avec des gens qui se sont fait tuer parce que les uns dessinaient, parce que les autres étaient journalistes, parce que les autres étaient clients d'un magasin hyper cachère, parce que les autres étaient policiers et s'appelaient Ahmed ou Clarissa. On est une grande démocratie, on aime polémiquer, on aime débattre, mais je ne voudrais pas que le livre d'un intellectuel, même s'il y en a quelques autres qui peuvent être sur cette pente, occulte sincèrement le fait que l'immense majorité du pays en France est toujours fortement émue, mobilisée autour des victimes de ces attentats. Mais il n'y a pas un paradoxe quand même pour vous de voir qu'effectivement il y a eu ce formidable élan et tous ces gens dans la rue le 11 janvier, mais il y a quand même toujours aujourd'hui dans les sondages un tiers des Français qui feront confiance, qui se disent prêts à faire confiance à Marine Le Pen. Pour vous, il n'y a pas un paradoxe quand même, quelque chose qui pose question ? Écoutez, ce tiers, il existait avant l'attentat. On a une montée de l'extrême droite en France qui je suis bien placée puisque je travaille sur l'extrême droite depuis plus de presque 20 ans maintenant, pour savoir qu'effectivement c'est un problème qui concerne tout le monde, parce qu'on pourrait discuter à l'infini de qui a fait le jeu de Marine Le Pen, qui a fait tomber un certain nombre de digues, notamment la digue du Front républicain, qui a mis tous ces thèmes sur la table sans prendre beaucoup de précautions pour mener le débat. Donc avant le 7 janvier, Marine Le Pen était déjà extrêmement haute et était en période d'ascension maximum. On peut dire que l'esprit du 11 janvier l'a un tout petit peu freiné, mais je suis d'accord avec vous, on est tous très tristes de voir que ça n'a pas suffi. Simplement, il y a aujourd'hui une gauche républicaine et une droite républicaine qui sont peut-être plus mobilisées que jamais pour essayer d'y faire face. Et puis le Front National est dans une situation de crise interne qui n'est qu'à ses débuts. C'est triste de devoir évidemment parier là-dessus, mais il se trouve qu'il faut faire confiance à l'extrême droite, ils sont toujours leurs meilleurs ennemis. Alors vous dénoncez dans votre livre aussi ceux qui ont pris le parti de rire avec les terroristes et qui appartiennent à une certaine frange de la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui le mouvement antiraciste en France, aujourd'hui en tout cas, a dérivé pour une partie selon vous ? Alors, il y a deux choses différentes. Oui, il y a au sein de l'antiracisme une vraie division. La majorité de l'antiracisme français est un antiracisme universaliste qui évidemment se mobilise aussi bien contre le racisme anti-musulman que contre le racisme anti-juif et qui ne rentre pas dans cette guerre de concurrence victimaire qu'agitent certains comme Dieudonné ou comme d'autres groupes, les indigènes de la République ou les indivisibles. Et il y a ce petit noyau extrêmement marginal dans les mobilisations, dans l'espace même public, mais quand même très actif et très agressif, d'une gauche communautariste qui cherche à mettre les victimes en concurrence, qui honnêtement, évidemment, se soucie très peu de l'antisémitisme et uniquement de ce qu'elle appelle l'islamophobie, ce terme confus qui en fait confond la critique de l'intégrisme avec du racisme, pour mieux accuser les laïcs d'être islamophobes, les laïcs comme Charlie Hebdo notamment. Mais je ne mettrai pas Dieudonné à gauche, Dieudonné a formé aujourd'hui, c'est très clair, un parti politique avec un homme, Alain Soral, qui est un polémiste d'extrême droite, qui se dit national-socialiste. Dieudonné, quelqu'un qui a fait financer ses campagnes électorales dans le passé par l'Iran. C'est un homme politique d'extrême droite. Ça n'est pas un humoriste et ça n'est certainement plus quelqu'un de gauche. Le combat aujourd'hui contre l'islamisme radical, il va se mener comment, avec votre avis ? Avec beaucoup plus de laïcité, comme on le sent venir, en tout cas, on sent certains, en tout cas, le promouvoir aujourd'hui en France ? Il faut défendre la laïcité fermement et tranquillement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sincèrement, au niveau du cadre législatif, nous avons le cadre le plus clair, le plus fin, le plus protecteur à mes yeux du vivre ensemble par rapport à la menace du fanatisme religieux. Mais ensuite, il faut avoir la générosité de convaincre, de l'expliquer et ne pas se lancer dans des polémiques inutiles parce qu'on a beaucoup de choses à solidifier, à sécuriser. Donc il faut évidemment défendre cette laïcité, que ce soit la gauche laïque ou la droite qui maintenant s'intéresse beaucoup à ces questions. Et à mon avis, c'est évidemment la meilleure alternative et à l'extrême droite xénophobe et à l'extrême droite communautariste. Est-ce que vous restez en dehors du combat politique, Caroline Fourette ? Parce que finalement, on pourrait se dire aujourd'hui que vous entrez un petit peu dans l'arène politique avec ces prises de position. Est-ce que vous avez l'impression d'être entré dans l'arène politique ou pas ?
Écoutez, je suis une intellectuelle engagée, donc par définition, comme éditorialiste, je donne mon point de vue sur le monde. C'est politique de donner son point de vue sur le monde. Si vous l'entendez au sens partisan, au sens d'appartenir à un parti politique, non, absolument pas. Mais défendre la laïcité, défendre le féminisme, défendre l'antiracisme, se retrouver au croisement, effectivement, de tous ces enjeux intellectuels, ça fait déjà presque 20 ans que j'y suis. Bon. Est-ce que vous avez regretté la décision de Luce qui a dit il y a très peu de temps qu'il ne dessinerait plus Mahomet? Parce que finalement, c'est un peu aussi ce que vous défendez dans votre livre, c'est le droit de blasphémer, hein, c'est le titre. Est-ce qu'à votre avis, c'est une sorte de démission ou pas de ne plus vouloir dessiner, de caricaturer Mahomet? Il faut lire cette phrase de Luce dans son contexte, dans un contexte d'une interview où il a exprimé sa fatigue vis-à-vis de certains de ses personnages. En l'occurrence, il parlait de Mahomet et de Nicolas Sarkozy. J'ai entendu Luce dire 100 fois qu'il n'en pouvait plus de dessiner Nicolas Sarkozy, et malheureusement pour lui, l'actualité l'a obligé à continuer à le faire. Et je pense que c'est exactement la même fatigue qu'il exprime, celle d'un créateur, celle d'un dessinateur. Mais on ne peut pas l'accuser ni de démission, ni de renoncer au droit au blasphème, parce que Luce a été d'un courage incroyable. Il a une vie aujourd'hui que vous pouvez imaginer, sous protection policière permanente. Il a perdu tous ses amis, ou presque tous ses amis. Il exprime encore une fois la fatigue d'un créateur. Absolument pas. C'est pas du tout la même position de ceux qui nous disent il ne faut pas dessiner Mahomet parce que c'est interdit, parce que c'est un blasphème ou parce que c'est islamophobe. Et je dirais que ce qu'il faut retenir de la phrase de Luce, c'est peut-être que le courage, il doit aussi un peu tourner. On ne peut pas demander toujours aux mêmes de tenir bon, de prendre tous les risques pour sauver la liberté d'expression. Si tous les journaux, et je pense notamment à des confrères anglais et américains qui nous ont quand même bien lâchés après le 7 janvier, et même traiter la France islamophobe par-dessus le marché, si tout le monde avait montré la une de Luce, justement, avec un Mahomet qui pleure, et qui dit « je suis Charlie », on serait moins en danger aujourd'hui en France. Bon, dernière question, parce que ça a fait aussi un peu le buzz ces jours-ci, votre polémique sur les plateaux de télévision. Quand Laurent Ruquier vous dit qu'il ne vous invitera plus, vous considérez que c'est quoi, une atteinte à la liberté d'expression vous concernant? Comment vous le prenez? Honnêtement, au regard, vous voyez, des sujets dont on est en train de parler, quand on fait un livre pour retrouver le sommeil et pour défendre l'honneur de ses camarades assassinés par le terrorisme, je vous assure, on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer, et ne pas aller sur les plateaux de Laurent Ruquier est un châtiment tout à fait acceptable et qui me convient très bien. Merci Caroline Fourest pour ce témoignage. Donc je rappelle le titre de votre essai, Éloge du blasphème, c'est publié chez Grasset. On voit la couverture à l'écran. Merci d'avoir été avec nous depuis Paris. Merci à vous. On revient à l'actualité avec le Yémen et l'ONU qui appellent ce soir à une prolongation de la trêve humanitaire, trêve de 5 jours qui doit expirer théoriquement donc tout à l'heure et sur laquelle se sont penchés aujourd'hui les responsables politiques yéménites exilés en Arabie Saoudite. Steve Jourdain. La relative tranquillité de ces derniers jours ne devrait pas durer à Sanaa. Si de violents affrontements ont éclaté dans le sud du pays malgré la trêve instaurée mardi, c'est officiellement dimanche soir que le cessez-le-feu prend fin entre les belligérants. Samedi, le 4e vol chargé d'aide humanitaire a atterri à l'aéroport de Sanaa, de quoi soulager un peu la population civile. Cet avion transporte 20 000 tonnes d'aide humanitaire. Elle sera distribuée aux personnes déplacées, notamment celles qui se trouvent actuellement dans les refuges. Il s'agit essentiellement de draps, de couchage et d'instruments de cuisine. Dans la ville d'Aden, les violences n'ont jamais réellement cessé. L'Arabie Saoudite a certes interrompu ses raids aériens comme elle s'y était engagée, mais rebelles et loyalistes poursuivent leur lutte pour le contrôle de la ville. À quelques kilomètres de là, dans la localité de Taïz, les habitants fuient vers des zones plus sûres. Le manque de vivres et la violence des combats rendent le quotidien insupportable. Combien de temps le pays pourra-t-il supporter une guerre si coûteuse pour la population? Le discours prévu aujourd'hui à Riyad de Mansour Hadi, le président actuellement en exil, devrait un peu lever le voile sur l'avenir de cette guerre civile. L'Union européenne n'a pas l'intention de renoncer à sa mission en Afghanistan, et ce, malgré le nouvel attentat suicide qui a ciblé l'une de ses bases à Kaboul ce matin. 3 morts, dont un Britannique qui était chargé de la formation des policiers afghans. Au Burundi, première apparition publique dans le pays du président après la tentative de coup d'État de la semaine dernière. Ce retour aux affaires du chef de l'État semble consolider l'échec des putschistes. Julia Ganancia.
Première apparition publique du président du Burundi depuis l'échec de la tentative de coup d'État menée mercredi contre lui. L'air détendu et souriant, Pierre Nkurunziza s'est exprimé très brièvement devant la presse à son palais du centre de la capitale. Pas un mot sur les derniers événements politiques dans son pays. Il s'est en revanche déclaré très préoccupé par la menace posée par le groupe islamiste somalien Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda. Le Burundi fait partie des pays contributeurs des troupes au niveau de la Somalie. Donc c'était juste, nous étions venus pour contacter mes amis et mes homologues ici au Kenya, tout comme en Ouganda. Ce sont des pays qui ont été cités, qui sont des cibles privilégiées de Al-Shabaab. Car le Burundi participe à la force régionale d'intervention de l'Union africaine en Somalie, aux côtés du Kenya et de l'Ouganda, deux pays pris pour cible par les djihadistes. Mais depuis fin avril, le chef de l'État doit surtout affronter une crise interne. Au pouvoir depuis 2005, il fait face à un mouvement de contestation populaire. L'opposition et la société civile s'opposent à sa candidature à un troisième mandat pour la présidentielle du 26 juin. Dès son retour vendredi à Bujumbura, le chef de l'État a clairement mis en garde les opposants à sa candidature présidentielle. Malgré un climat peu propice à la tenue d'élections, le chef de l'État se veut rassurant. Nous annonçons à la population et à la communauté internationale que toutes les frontières du pays sont ouvertes et sont sous bonne garde et que la vie est redevenue normale. Après 3 semaines de contestation, la capitale continue d'être secouée par les violences. Ce dimanche, des forces loyales au président burundais sont allées traquer des putschistes blessés dans un hôpital de Bujumbura. L'opération a dégénéré dans des échanges de tirs et s'est terminée par le saccage des urgences. Voici maintenant une nouvelle race de super-héros, mais qui pourtant appartiennent bien au monde réel. On les appelle les jetmen, des hommes qui sont propulsés par des ailes motorisées et qui peuvent se déplacer en altitude, ce qui donne des images très spectaculaires. Maël Benoliel. Des images à couper le souffle. Après le mont Fuji en solitaire et le Wisconsin accompagné d'un avion bombardier, l'homme volant Yves Rossi a survolé à l'aide de son aile motorisée Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier au large de Dubaï. Nous avons atteint la vitesse de 300 km/h, soit 105 nœuds. Notre chef était Rob. Nous sommes comme une équipe d'acrobates aériens, comme celle des Émirats Arabes Unis, ou la Patrouille de France, ou la Red Arrows. Et pour la première fois, l'aviateur et inventeur suisse surnommé Jetman a volé en tandem avec Vince Reffet, un célèbre base jumper français plutôt habitué d'ordinaire à sauter depuis les plus grands gratte-ciel du monde entier avec son parachute. Il lui aura fallu près de 5 ans d'entraînement et autant de préparation avant de pouvoir accompagner Jetman. On se sent bien dans les airs. Pour moi, c'est une sorte de rêve qui se réalise. Je ne suis pas un pilote, je n'avais jamais piloté avant, mais je peux voler à la manière d'un avion ou d'un oiseau. Avec cette équipe, c'est vraiment magnifique. Les deux hommes oiseaux se sont élancés dans le vide depuis un hélicoptère. Pendant une dizaine de minutes, ils ont fendu l'air, effectuant diverses acrobaties, se permettant de prendre la pose à la manière de Superman, avant d'ouvrir leur parachute et de se poser tranquillement au sol. Et les deux hommes volants ne comptent pas s'arrêter là. Explorer davantage les possibilités pour atteindre l'objectif final. Nous aurons toujours besoin d'un avion pour aller dans les airs et d'un parachute pour atterrir. Mais notre rêve, c'est d'être des hommes de fer comme Iron Man. Il semblerait bien que rien ne pourra empêcher ces super-héros des temps modernes de continuer à défier les lois de la nature. Alors on va atterrir maintenant, mais sur le tapis rouge de la Croisette, avec vous Laetitia Loreni, bonsoir. J'adore vos transitions, Jean-Charles, bonsoir. C'est très travaillé, vous savez. Alors, quel est le programme ce soir justement à Cannes? Eh bien, 2 films seront projetés, 2 films en compétition officielle sont projetés ce soir à Cannes. Le premier, c'est Mon Roi de Mai Wen, un des 5 films français en lice donc pour la Palme d'Or. C'est une réalisatrice qui a déjà été primée par un prix du jury en 2011 avec Police, qui lui avait permis de s'imposer dans la cour des grands. Avec Mon Roi, on change complètement de registre. C'est une histoire d'amour passionnelle et déchirante entre un homme et une femme qui s'étale sur plusieurs années. Alors les premières réactions font part d'un film que les femmes vont adorer et que les hommes vont détester. On regarde tout de suite un extrait, vous comprendrez peut-être pourquoi.
Et le Viagra? Eh bien, le Viagra. Bah écoute, on en a, évidemment, on en a. Eh ben, j'aimerais bien en prendre un petit peu. Si. Vous voulez vous amuser avec ça? C'est pas dangereux pour le cœur? Non, pas du tout. Non, ça marche très bien. C'est rien du tout. Pour le foie? Aucun souci. Alors, donne-moi une boîte juste. Mais non, mais on n'a pas besoin de ça. Ça dure combien de temps? Ça dure 12 heures. Donc. 12 heures? Oui, mais prendre ça? Non, mais j'ai envie d'essayer parce qu'il paraît que c'est vraiment ça marche, c'est la fleur fusil, quoi. Absolument. Je vais te promener dans la rue. Pardon, excusez-moi. Je suis sûre qu'ils ont improvisé sur cette dernière partie de la scène. C'est un film donc, qui a d'abord été projeté à la presse ce matin. Une projection, bon là on a bien rigolé, mais à laquelle Manuel Valls a assisté et lui a été visiblement bouleversé. On l'écoute. J'étais à la projection du film de Maïwenn, Mon Roi, et il est difficile de ne pas sortir bouleversé et plein d'émotions après ce magnifique moment que nous avons offert avec d'autres, bien sûr, Vincent Cassel et Emmanuel Bergot, puisque nous parlons d'abord de cinéma. Voilà, donc les critiques aussi sont unanimes sur la performance de Vincent Cassel et d'Emmanuel Bergot, mais aussi sur celle de Louis Garrel, qu'il ne faut pas oublier, qui tient dans Mon Roi un rôle secondaire assez comique. Alors, on a une minute pour parler de l'autre film de ce soir, le New York des années 50. Voilà, Carole, ça s'appelle Carole de Todd Haynes. C'est un film qui va donc nous plonger dans une histoire d'amour homosexuel entre deux actrices. L'actrice Kate Blanchett, enfin deux actrices qui seront, deux rôles féminins, pardon, qui seront interprétés par des actrices, donc Kate Blanchett et Rooney Mara. On en regarde tout de suite quelques images. Alors, est-ce qu'on a le temps de voir quelques... Alors, des chances de gagner ou pas? Eh bien, on parle jusqu'à présent du plus beau film vu dans la compétition. Et ben voilà, donc Carole avec Kate Blanchett. Merci Laetitia Loreni. Voilà pour Cannes. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité avec Sarah Gaudron. On se retrouve après pour un débat sur l'antisémitisme. Alors on a beaucoup parlé évidemment avec les attentats notamment du mois de janvier ou ceux qui ont eu lieu en France de cet antisémitisme de nouvelle nature qui est apparu en Europe. Souvent le fait de l'islam radical qui s'est développé également sur les racines du conflit israélo-palestinien. Le monde arabe aux musulmans et l'antisémitisme. Comment lutter contre les préjugés, éviter le repli sur soi. On va en parler mais tout d'abord explication en images, Joseph Emmanuel. Ils ont tous à peu près le même âge, sont passionnés de foot, mais ne vivent pas dans le même pays. En jaune, des jeunes de toutes origines des quartiers de Sarcelles. En rouge, des juifs et des arabes, tous citoyens israéliens. Ils disputent un match de football, tout près de l'endroit où avaient lieu l'an dernier de violentes manifestations anti-israéliennes au relent antisémite. Une équipe mixte israélienne contre une équipe française pour combattre les préjugés. On règle des conflits et on crée du vivre ensemble, aussi en faisant du travail de dentelle, en faisant en sorte de multiplier les actions qui créent du vivre ensemble. C'est mieux, les petites actions de fraternité sont mieux que les grands discours de la haine. Des petites actions comme aujourd'hui pour combattre un antisémitisme de plus en plus répandu dans le monde arabo-musulman. Un antisémitisme parfois institutionnalisé, maisons d'édition, journaux, radios ou chaînes de télévision. Certains s'affairent à la diffusion de messages antisémites destinés aux plus jeunes. Je vais tuer les juifs. Tu veux vraiment tous les tuer? Oui, tous. Quand d'autres diffusent ces idées de manière explicite à des heures de grande écoute, comme ce prédicateur égyptien qui ne prend plus la peine de cacher sa haine. Oui, je suis antisémite. Oui, je hais le sionisme. Oui, le jour du jugement ne viendra pas tant qu'on ne combattra pas les juifs. Ce sont les mots de notre prophète, que ça plaise ou non. Des idées souvent relayées par des pays comme l'Iran ou la Syrie, leur propagande antisémite est devenue une composante essentielle de leur politique externe. Une propagande appuyée par la frustration de leur population ou par la négation de la Shoah vue comme une invention juive pour contrôler le monde. C'est justement pour combattre ce négationnisme profondément ancré que la maison de l'UNESCO lance en 2009 le projet Aladdin. Objectif, sensibiliser le monde musulman à l'histoire de la Shoah, notamment par la traduction de livres de référence.
Des combats pour la vérité auxquels se livrent également des intellectuels arabes. L'écrivain irakien Rachid Al-Kayoun fait partie de ceux qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant d'une pensée dominante. Face caméra, il rappelle les conditions dans lesquelles les Juifs d'Irak ont fui. Les nationalistes arabes ont incité la foule à attaquer les Juifs pendant 2 jours. Certains regrettent encore les Juifs d'Irak et sont affligés par le départ des chrétiens et des Sabéens. Mais ce n'est pas la faute de la population, mais celle des gangs comme Al-Qaïda et les autres milices, dont le programme est d'expulser les non-musulmans. Sur la scène régionale comme internationale, la propagande antisémite est utilisée par de nombreux pays arabes comme levier pour diaboliser Israël. Une propagande où les liens sont nombreux avec les radicaux de gauche à travers le monde. Objectif, attiser les esprits contre Israël, lui attribuer toutes sortes de complots pour le présenter comme un pays d'apartheid. Mais pendant que certains crient à l'apartheid, d'autres jouent ensemble et montrent au monde que la coexistence est réelle. Alors l'antisémitisme dans le monde arabe et musulman, on en parle donc avec des invités qui sont là. Je salue Anne-Marie Revkolevski, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez le projet Aladdin, qui est un projet donc, qui vise justement à combattre les préjugés antisémites dans le monde arabe et musulman. Vous nous parlerez dans un instant de ce que vous faites justement en France désormais. François Pupponi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député maire socialiste de Sarcelles, où on a vu d'ailleurs que se passait ce match de la coexistence à l'instant. Bonsoir à vous, Joël Rubinfeld. Bonsoir. Vous présidez la Ligue belge contre l'antisémitisme. Alors, vous avez d'ailleurs une actualité, puisque vous avez fait interdire, je crois, ce soir, un spectacle de Dieudonné qui devait avoir lieu à Bruxelles. Oui, tout à fait. Dieudonné, en fait, devait se produire dans la plus grande salle, la salle emblématique bruxelloise qui s'appelle Forêt Nationale, qui a une capacité de 8000 personnes. Nous avions déjà fait interdire ça par la justice il y a 1 mois, et donc il avait prévu un plan B. Il devait se produire à Bruxelles, sur le territoire de Bruxelles, donc, et ça a été interdit dès que nous avons pris connaissance de cela. La Ligue belge contre l'antisémitisme et d'autres organisations ont saisi les autorités politiques qui ont issu un arrêté d'interdiction, et pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 heures, la police est intervenue pour bloquer l'accès à la salle, donc à ces quelques centaines de personnes qui étaient venues entendre ce prédicateur de haine qu'est aujourd'hui monsieur Mbala Mbala. Alors François Pupponi, on a vu ces images de ce match qui a eu lieu sur votre commune aujourd'hui. On se rappelle aussi évidemment de ces images terribles de violence de l'été dernier qui avaient visé donc la communauté juive de votre ville. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à réparer tout ce qui s'est passé? Est-ce que le repli sur soi qui avait peut-être favorisé tout cela, aujourd'hui on arrive à rouvrir les portes? Difficile, on y arrive petit à petit. Le traumatisme est fort, présent. La communauté juive est plus que traumatisée, elle est inquiète, elle a peur. La communauté musulmane ne parle pas, n'exprime pas trop ce qu'elle a vécu, même si elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé cet été. Ce n'était pas des musulmans qui ont attaqué des juifs, hein. C'est vraiment des jeunes des quartiers qui sont, moi je l'ai dit, des barbares, de la racaille, qui ont attaqué une communauté juive importante en France et qui ont fait preuve d'un antisémitisme primaire. Mais on voit bien qu'entre les communautés, on essaye maintenant de faire en sorte qu'on puisse au moins parler, analyser ce qui s'est passé, que chacun puisse s'exprimer. Ça, c'est le travail que l'on fait aujourd'hui. Ça prend du temps, ça prendra encore plus de temps. Et puis, parallèlement à ça, il faut lutter contre ce fléau qu'est l'antisémitisme et aller au plus près dans les écoles, dans les quartiers, parler avec tout le monde. Mais ça nécessite des vastes plans de formation des éducateurs, des animateurs, des fonctionnaires, des enseignants. La France a pris tardivement conscience de la gravité de l'antisémitisme dans son pays. Le gouvernement a annoncé des plans ambitieux. Hein. Je salue, moi, les propositions qui sont faites et la nomination d'un délégué interministériel à l'antisémitisme, Gilles Clavreuil. Voilà, maintenant, il faut mettre tout cela en œuvre, mais ça va être long, difficile, et il faudra le faire quotidiennement et par des petites actions. Il y aura des grandes déclarations, il faudra le faire, mais aussi c'est des actions concrètes, quotidiennes qu'il faudra mettre en œuvre et qu'il faudra mettre en œuvre sur la durée. Alors justement, Anne-Marie Revkolevski, c'est ce que vous faites, vous, maintenant, en France. Vous le faisiez avant dans les pays du monde arabe et musulman. Vous luttiez donc contre ces préjugés antisémites. Là, vous avez décidé de vous attaquer à la France ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, avec le monde arabo-musulman, il y avait l'antisémitisme, mais c'était surtout le négationnisme par rapport à la Shoah. Et après l'affaire Mera, après Toulouse, on a décidé qu'il fallait aussi regarder ce qui se passait dans notre pays, mais toujours avec le même focus, c'est-à-dire qu'Aladin, c'est de l'éducation. Et la spécificité d'Aladin, c'est vraiment son expertise avec le monde arabo-musulman. Donc, comme vous le disiez, ce sont des actions longues, mais ce sont des actions d'éducation. Donc, nous avons commencé à former les professeurs d'histoire grâce à nos contacts avec les différentes académies et former les professeurs d'histoire sur un sujet très particulier qui est la connaissance de l'histoire des Juifs
au Maghreb, d'où viennent à la fois certains juifs et les populations arabes immigrées. Ce sont des histoires que les enseignants ne connaissent pas, et comme ils ne le connaissent pas, quand ils abordent des problèmes ou les programmes, ils ne peuvent pas répondre à l'antisémitisme, parfois absolument épouvantable, de leurs élèves. Donc on a fait ça à Toulouse devant 300 étudiants, 300 professeurs, et c'était extrêmement important parce qu'en plus ça venait juste après Charlie. Et après-demain, eh bien, nous allons commencer dans l'académie de Créteil. Et là, nous avons ajouté les professeurs de lettres, parce que c'est aussi par la littérature, par les récits des vies qui ont été menées, que nous allons pouvoir, je suis absolument convaincue, redresser une situation grâce à des universitaires. Et c'est pour ça qu'on va avoir à Créteil, comme nous avons eu à Toulouse, on va avoir toute l'histoire, depuis l'histoire millénaire de la présence des Juifs au Maghreb, jusqu'à la colonisation. Et ça, c'est Michel Abitbol, qui est bien connu comme un historien du Maghreb, jusqu'à la colonisation. Et puis, on va avoir Lucette Valency, qui est aussi une très grande historienne, qui va faire la colonisation jusqu'à la décolonisation. Et ensuite, on va faire les émigrations. Et là, on va voir Dominique Schnapper, qui est aussi une sociologue très connue, qui va nous expliquer comment les Juifs sont partis, comment ils se sont intégrés en France, et en même temps, on va voir comment les Arabes sont partis d'Algérie, de Tunisie et du Maroc et sont venus en France avec la sociologie des différentes émigrations. Et on a un sociologue franco-iranien, Farhad de Franco-Sovar, qui lui va expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues en matière d'antisémitisme, de terrorisme, d'islamisme, de djihadisme. Ensuite, on va regarder avec les professeurs comment, dans les programmes, ils vont pouvoir se servir concrètement d'un certain nombre de ressources pédagogiques. C'est pas toujours évident, hein, François Popponi, vous en savez peut-être quelque chose. On a vu pendant l'affaire des attentats de Charlie d'enseigner certaines parties de l'histoire à des élèves qui sont parfois récalcitrants à l'entendre. Très récalcitrants, qui sont beaucoup connectés à Internet, qui reçoivent d'autres messages qu'ils ont du mal à décoder. Et effectivement, le monde enseignant, et moi je pense ce que vous dites, est un peu désarmé vis-à-vis de ça. Quand la France, à un moment, a dit qu'elle devait se réarmer idéologiquement contre l'antisémitisme, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, suite aux attentats du mois de janvier, il y a eu des débats dans les écoles et les collèges en particulier. Des professeurs ont été un peu désarçonnés parce que ce qu'ils entendaient. Certains disaient, mais par exemple, on parlait tout à l'heure de données, on disait oui, mais vous nous dites qu'on est dans un pays démocratique, vous nous dites qu'on est dans une république qui permet la liberté absolue d'expression, mais pourquoi vous interdisez de donner ? Et donc, à un moment, devant des arguments comme cela, les professeurs n'étaient pas forcément... Alors certains oui, mais d'autres ont été en difficulté. Et donc ça nécessite qu'il faut savoir quel est l'adversaire, quel est le discours qu'il tient, et effectivement que chacun se réapproprie une certaine idéologie pour aller lutter contre cela. La France est attaquée, attaquée par des actes terroristes, mais attaquée aussi via Internet, on le sait, et donc il faut qu'il y ait une réaction, elle existe. Il faut maintenant passer aux actes, et je pense que les initiatives comme celle d'Aladin vont dans le bon sens. Il faut maintenant passer aux actes parce que, quelque part, moi j'ai rencontré beaucoup d'enseignants qui appellent un peu au secours, qui nous disent, voilà, il faut nous aider. Je peux vous donner par contre, par hasard, sur cette histoire d'Internet, je pense que les jeunes sont à la fois soumis à cet Internet épouvantable, mais en même temps, ils peuvent être des acteurs d'Internet. Et je voudrais vous citer par exemple un exemple. Moi, je sors du Global Forum sur l'antisémitisme, où on s'est rencontrés tous les trois, qui était un grand rassemblement sur l'antisémitisme. Et je présidais un groupe sur la question de l'Holocaust denial, donc la négation de l'Holocauste qui maintenant explose sur Internet. Eh bien, nous avons décidé de lancer une compétition de petites vidéos sur le web contre le négationnisme en demandant aux jeunes de nous préparer des vidéos. On va le faire avec Google et j'espère que le 27 janvier 2016, au moment de la commémoration de la libération, enfin c'était pas la libération, enfin de la fin de la guerre et d'Auschwitz, eh bien on aura les jeunes qui eux-mêmes vont produire des vidéos pour dire on ne veut plus avoir sur le web du négationnisme et de l'antisémitisme. Donc il faut leur faire confiance aux jeunes. Ouais. Joël Robinfeld, est-ce qu'en Belgique, c'est le même type de phénomène que vous observez, de cet antisémitisme d'un nouveau genre aujourd'hui ou pas ? Le schéma français ou le schéma belge, si vous voulez, on le retrouve dans plus ou moins tous les pays d'Europe occidentale. À ce forum, justement, ce Global Forum contre l'antisémitisme, on a rencontré des gens de tous les pays, de Scandinavie, d'Europe occidentale, d'Europe centrale. Les choses sont, si vous voulez, vous changez le nom des villes, mais les événements sont similaires. Les agresseurs répondent au même profil, les modus operandi sont identiques. Et bien entendu, le point que vous soulevez, le point pédagogique, le point préventif est fondamental, mais il doit s'accompagner aussi d'un autre plan.
le plan répressif. Et il est très important aujourd'hui d'aller aux racines du problème. En Europe occidentale, de tout ce que nous avons entendu ces 3 jours à Jérusalem, on a affaire globalement à la même problématique. C'est-à-dire nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de l'antisémitisme, ce que moi j'appelle l'antisémitisme 3.0. Il y a eu la grande phase, la première phase de l'antisémitisme qui était l'antijudaïsme sur base des pratiques religieuses. Puis nous avons eu l'antisémitisme sur base raciale. Aujourd'hui nous avons l'antisémitisme 3.0 qui attaque les juifs sur une base entre guillemets territoriale. C'est-à-dire il a substitué l'État juif à l'individu juif et a fait des juifs de diaspora et donc des Européens de confession juive les collaborateurs, entre guillemets, du nouvel État, une fois de plus, entre guillemets, nazi qu'est Israël, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Lorsque vous avez des manifestations à Bruxelles, à Paris, à Berlin et ailleurs, où au nom, soi-disant, d'un soutien aux Palestiniens, on termine en criant mort aux Juifs, eh bien, et qu'on voit toute une série de pancartes qui associent la croix gammée à des étoiles juives, eh bien, nous avons affaire aujourd'hui à ce nouvel antisémitisme. Et donc, il est important de prendre le problème à la racine, et notamment, je pense qu'il est très important de légiférer là-dessus. Nous avons un arsenal législatif, que ce soit en France, la loi Guesso, en Belgique, la loi de 1980 contre le racisme et la xénophobie, qui est très bien préparée par rapport à l'antisémitisme traditionnel, mais seulement qui n'intègre pas cette nouvelle forme d'antisémitisme. Alors, je ne veux pas, bien entendu, faire taire toute critique par rapport à Israël. Critiquer la politique israélienne n'est pas antisémite. Mais lorsqu'on franchit la ligne rouge qui a été définie par l'ancien réfusnik Sharansky, les 3D du test de l'antisémitisme, eh bien là, la critique d'Israël devient illégitime et donc antisémite. C'est-à-dire, qu'est-ce que sont les 3D? Diaboliser Israël, c'est-à-dire faire d'Israël un État nazi, délégitimer Israël, dire qu'Israël n'a pas le droit d'exister et appliquer à Israël des doubles standards. Vous avez l'impression qu'en France, on a pris la mesure de ce phénomène en termes répressifs, justement. Est-ce que la loi... Oui, la loi a changé. Le Premier ministre l'a annoncé, le Président de la République, puisque l'antisémitisme qui est aujourd'hui régi par le droit de la presse ne sera plus régi par ce droit, ça va rentrer dans le droit pénal réellement. Et donc, on attend un texte de loi. Et moi, je suis président d'un groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Et on réfléchit justement à une nouvelle législation pour faire en sorte que cette nouvelle forme d'antisémitisme, c'est-à-dire que, non pas la critique d'Israël, la critique d'Israël, elle est entre guillemets légitime, comme tout citoyen peut critiquer à la fois son pays, mais également ce qui se passe dans le pays. Mais par contre, ceux qui se servent de la lutte contre Israël pour habiller cela et cette nouvelle forme d'antisémitisme, contre ça il faut lutter. Alors c'est compliqué juridiquement, il faut qu'on trouve, il y a des pistes et effectivement on est convaincu dans ce groupe d'études qu'il faudra faire évoluer la législation française à la fois pour être beaucoup plus répressif mais aussi pour éviter que ce nouvel antisémitisme se cache sous le couvert d'une critique violente de l'État d'Israël. Et donc ça je suis convaincu de la prochaine phase législative dans un certain nombre de démocraties. Mais je pense que les législations européennes ne sont pas en phase. Et si effectivement en France on a fait de très grands progrès, moi j'ai compris quand même, grâce d'ailleurs à ce forum, qu'en Europe les législations avaient besoin de s'harmoniser. Parce que ce qui m'est apparu très clairement, et j'avoue que je ne le savais pas, c'est que dans les institutions européennes, même le mot antisémitisme avait disparu. L'agence des droits, des Fundamental Rights, ça s'appelait maintenant le racisme et les droits de l'homme. Et alors en fait tout le monde s'est rendu compte quand même, on ne fait pas disparaître l'antisémitisme parce qu'on fait disparaître le mot. Et je pense qu'il y a vraiment eu une demande qu'à Bruxelles, il y ait un commissaire qui soit nommé et qui s'occupe véritablement de l'antisémitisme. Et je voudrais ajouter quand même que la France a été vraiment loué, pas simplement par les Israéliens, mais par beaucoup de ministres étrangers, en disant le plan français est un modèle, maintenant il faudra le mettre en application, mais il faut que les pays européens et d'autres pays en fassent de même. Et ça, je pense que c'est très encourageant. On a tous prêts à le faire tous ensemble. Merci à tous les trois. Évidemment, on n'a pas résolu le problème là d'un coup, mais en tout cas, on a posé les questions. Merci à tous les trois d'être venus. François Pupponi, Joël Rubinfeld et Anne-Marie Radkolewski. Un nouveau journal à venir dans un instant.